Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de modèles de tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Il fait très chaud. J'ai un petit ventilateur que j'espère que vous n'entendez pas. Donc voilà, c'est nécessaire à ma survie. Mais voilà, merci également beaucoup pour vos gentils messages sous le dernier podcast qui était en début de mois pour vos vœux d'anniversaire. Merci beaucoup pour votre soutien également. Je suis très touchée. J'ai un épisode pour vous avec trois jolies choses à vous montrer, trois projets qui brillent. Je me suis rendu compte que il était question de laine nacrée dans tous les projets que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. J'ai un nouveau patron de chaussettes que je viens de publier, un projet personnel fini qui est le top que je porte, et un nouvel en cours qui nous fera changer complètement de saison. Mais voilà pour le programme. Je vais commencer, donc vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi tout ce dont les... J'oublie des mots. J'oublie le mot le plus important. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit les laines ou les patrons que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patrons et ma page Patreon que vous pouvez rejoindre si vous avez envie de soutenir cette chaîne et mon activité en ayant accès aux coulisses de mon travail. Voilà. Une mouche est rentrée dans la pièce et elle me distrait beaucoup, mais je vais faire tout mon possible pour l'exclure de mon cerveau. Et je vais commencer avec un nouveau patron que je viens tout juste de publier sur Ravelry. Il s'agit de la continuité de la suite de ma petite collection de modèles de chaussettes texturées. Donc on a déjà eu 2 modèles différents et voici le troisième. Ce sont les chaussettes calantes qui sont un patron, je sais plus parler, hein, le cerveau fond, voilà, la qualité de langage n'est présente que d'octobre à avril ici, hein, voilà, le reste du temps, faut faire avec. Bref, c'est un patron avec des mailles croisées. Donc les mailles croisées, ce sont des sortes de torsades plates, en fait, où l'on croise une maille sur une maille, de façon torse. Et donc ça se fait pas tout à fait comme des torsades. On peut les faire de différentes façons. Dans le patron, vous avez un lien vers un tutoriel qui vous montre la façon que moi je préfère. Et ça donne des petits motifs en relief, comme ceci. Et c'est des types de motifs qu'on retrouve dans pas mal de tricots traditionnels. Là, en l'occurrence, j'ai modifié des motifs d'inspiration bavaroise, puisque vous avez des tricots, une chouette histoire des tricots en Bavière et en Autriche, tout ça, notamment, qui utilisent beaucoup ces toutes petites torsades. Et je me suis inspirée de ces motifs, je les ai modifiés pour les rendre plus simple à tricoter à mon sens, c'est-à-dire que les croisements ne se font que un rang sur 2. Voilà. Et donc on commence des côtes vers la pointe, on a des côtes torse, un petit jeu de mailles envers. Le motif ne se fait que sur l'avant de la chaussette, sur le dos vous avez du jersey. Et donc c'est un motif qui se fait un rang sur 2, qui n'est pas spécialement facile à mémoriser, mais qui ne laisse pas vraiment de place aux erreurs, parce que comme vous avez des bandes très distinctes, c'est assez facile de voir si vous avez fait une bêtise. Donc c'est l'idée de cette collection de chaussettes, c'est à chaque fois de progresser en difficulté dans le tricot de motifs texturés. Et là, donc, si vous n'avez jamais fait de mailles croisées, c'est tout à fait accessible et ça peut vous permettre d'appréhender un petit peu la technique. Et donc on continue. Dans mes patrons de chaussettes, vous avez 2 talons, dans l'immense majorité des cas, soit un talon comme ici traditionnel avec un renforcement et un gousset. Dans ce patron-ci, on a un talon en œil de perdrix, c'est-à-dire que le jeu de mailles glissées qui fait le renforcement ici est en quinconce. Voilà.
c'est modifiable, hein, si vous voulez un renforcement traditionnel, ça se fait facilement. Et vous avez également un talon à rang raccourci à l'allemande. Et ensuite on continue le pied jusqu'à la fin avec une pointe ronde. Voilà. Voilà pour ce modèle. Et donc, je les ai tricotés dans la base à chaussettes Regia. Toujours pas, je sais toujours pas. Hein. Regia, je sais pas si on dit Regia ou Regia, et j'oublie tout le temps. Ça ne souhaite pas rester dans ma mémoire. Regia Premium Soie, donc qui est une laine à chaussettes mérino, soie et nylon, qui est très, alors ça se voit pas très bien, mais qui du coup brille beaucoup, qui a un très très joli halo également, qui est hyper douce, et qui est aussi la laine que j'avais utilisée pour la toute première paire de chaussettes de cette collection, et j'ai eu l'occasion de les porter, et dans mon cas elles n'ont pas feutré, elles n'ont pas fait beaucoup de bouloches pour l'instant. Je les ai portées, disons, voilà, l'équivalent de, je sais pas, peut-être 5 ou 6 jours espacés, je les ai lavés, etc. Et pour moi, la laine a bien tenu. Je sais que parmi mes testeurs, des gens qui ont utilisé aussi ce fil, ont eu beaucoup de bouloches tout de suite. Ça dépend parfois des coloris. Aussi bizarre que ça puisse paraître, mais voilà, donc moi mon expérience est plutôt positive, mais à voir si il faut dans certains cas la raser une première fois pour enlever les bouloches, mais le fait est que c'est une laine qui est très douce, qui a une jolie définition, et qui moi a l'air de m'aller pour des chaussettes, mais voilà, n'importe quelle laine à chaussettes fera très très bien l'affaire tant que vous avez un petit peu de définition. Il y a quelques versions test avec des speckles, et à partir du moment où ça reste assez discret, ça se voit bien. Après chacun fait en fonction de ses préférences, mais voilà pour ce petit motif qui, je l'espère, vous plaira. Donc comme je vous le dis, si vous voulez vous initier au mailles croisées, les instructions sont à la fois en grille, en diagramme et en instructions écrites. Donc même si vous n'êtes pas à l'aise avec les instructions en diagramme, ce sera pas un souci. Et voilà. Il y a plusieurs tailles, etc. Vous remarquerez peut-être que sur certaines versions test, sur les 3 plus grandes tailles, au début, j'avais fait le motif un petit peu différemment, c'est-à-dire que pour avoir un motif qui couvre bien la majorité de l'avant de la chaussette sur toutes les tailles, je dois faire quelques petites modifications au niveau des espacements. Et au tout début, j'avais mis une maille torse ici, entre les deux, voilà, autour du motif central. Et finalement, j'ai trouvé que ça changeait beaucoup trop l'aspect. Et donc vous remarquerez peut-être que sur certaines versions test, il y a cette maille torse. Elle n'est pas dans le patron final. Mais voilà, je voulais juste vous prévenir au cas où vous voyez cette petite irrégularité. Sur certaines versions test, normalement mes testeurs ont précisé dans leurs notes, mais voilà. Sur le patron fini, toutes les tailles ont un motif qui ressemblera bien à ça. Qui ressort bien sans être coupé, disons. Voilà, pour Calante, vous avez une petite réduction pour la sortie du patron sur Ravelry. Il est à moins 15% avec le code Calante jusqu'à dimanche, si le modèle vous plaît. Et je vous mets voilà tous les liens en description. Et c'est donc l'avant-dernier modèle de chaussettes texturées. Et le dernier sortira le mois prochain, en juillet, et ce sera un modèle inspiré du châle Myrène, si vous connaissez ce modèle, mais voilà, pour Calante. Les mouches se sont multipliées, il y en a maintenant plusieurs. Mais voilà, pour la sortie de cette fin de mois, un petit modèle de chaussettes facile, mais avec un petit jeu de texture intéressant si vous avez envie d'apprendre à faire des mailles croisées, ou si comme moi vous avez besoin d'un petit un petit coup de pouce pour garder votre intérêt sur un tricot chaussette. Et je vais passer
à un projet terminé, qui est un projet personnel, qui est le débardeur que je porte, qui est le débardeur baigneuse de Atelier Émilie, que j'aime beaucoup. Donc je vous avais dit que je portais pas mal cette forme de débardeur et que j'avais envie de me faire une version tricotée. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je suis très contente. Alors ça va être hyper compliqué de, de vous le montrer. Donc là je l'ai rentré dans mon jean, mais hop, le voilà en entier. Donc c'est un modèle qui est hyper simple si vous êtes débutant, que vous savez faire des mailles en droit, des mailles en vert, que vous comprenez le concept de tricoter en rond, que vous savez faire des petites augmentations et des relevés des mailles. C'est tout. Le patron est très clair, très succinct, très agréable à suivre, voilà. Et on le commence par le dos, donc on monte les mailles du dos, on tricote un certain temps tout droit, ensuite on fait des augmentations pour les emmanchures ici, on met les mailles en attente, on relève les mailles pour les épaules, pour un devant puis l'autre, on tricote juste sur 6 mailles pour ma taille tout droit, avant de commencer à faire des augmentations pour le col ici, puis de descendre et de faire les augmentations pour les emmanchures. On rejoint le tout en rond et on tricote le corps en rond tout droit jusqu'en bas et on finit par des petites côtes torse et on relève les mailles sur les emmanchures et le col pour faire des côtes torse aussi. Voilà. Le patron est disponible dans beaucoup de tailles, ce qui est assez rare pour le relever en ce qui concerne les tops d'été. Je cherchais un petit peu des tops d'été à tricoter ces derniers jours et des choses un peu faciles et c'est difficile de trouver des patrons qui vont au-delà de 115, 120 cm de tour de poitrine. Bon, là c'est pas le cas, donc c'est cool. Et c'est... qu'est-ce que je vais dire à part ça? À part me plaindre. Oui, dans le patron, vous avez une finition en un rabat à l'italienne. Donc je vous en avais parlé, il me semble, dans l'avant-dernier épisode, je ne sais plus. Quand j'étais en train de le tricoter, j'étais pas sûre de quel rabat j'allais utiliser pour le col, parce que je suis très paresseuse et je n'aime pas trop faire ces rabats à l'aiguille en fait. Alors c'est complètement contradictoire parce que faire des assemblages, des graftings, ça ne me dérange pas du tout, même sur beaucoup de mailles. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, faire un rabat comme les rabats tubulaires, le rabat d'Elisabeth Zimmermann ou ce rabat à l'italienne où en fait on prend une aiguille, on coupe le fil, on prend une aiguille à laine et on fait comme un grafting mais pour rabattre, ça je n'aime pas. Je sais pas pourquoi. C'est complètement illogique. Et du coup je n'ai pas... C'est un très joli rabat ceci dit si vous aimez. En plus il y a un lien vers un tutoriel dans le patron, donc faut pas hésiter à l'essayer. J'ai vu sur Instagram une alternative, quelque chose qui y ressemble mais qui se fait directement aux aiguilles. Je l'ai pas encore testé, je vais le tester bientôt, je vous en reparle si ça se concrétise. Mais moi, ce que j'ai préféré faire, c'est pour les emmanchures, j'ai juste pris une aiguille très avec un numéro très supérieur. J'ai tricoté le débardeur sur des aiguilles 3 mm, c'est ce qui me donnait le bon échantillon qui est de 26 mailles sur 10 cm. Et j'ai rabattu les emmanchures en prenant une aiguille de 4,5 mm. Voilà, ce qui fait que c'est assez souple, mais c'est propre. Et par contre pour l'encolure, ça suffisait pas. Donc j'ai fait une sorte d'hybride, parce que le rabat élastique que moi j'aime bien, qui consiste à on tricote 2 mailles, puis on les retricote ensemble par le brin arrière, en faisant en droit ou en vert en fonction de quelle maille on rabat si on fait des côtes. Ce rabat que moi j'aime bien, il est élastique et il est pas très propre si le tricot n'est pas tendu. Voilà. Et du coup, au début, j'avais rabattu comme ça, avec ce rabat élastique tout autour de l'encolure. Et j'étais pas sûre du fait que la nuque allait rester plate, puisqu'elle avait tendance à rebiquer un petit peu. En bloquant, je me suis rendu compte que ça rebiquait toujours. Du coup, j'ai défait mon rabat et j'ai fait ce dont je vous avais parlé, c'est-à-dire que j'ai fait 2 rabats différents, en fait. J'ai commencé à rabattre le col
en faisant un rabat normal, juste en passant une maille par-dessus l'autre, pas du tout élastique, ce qui fait que ça tient bien en place. Et à partir du moment où je rabats les mailles ici, devant, là j'ai fait mon rabat élastique. Quand vous avez deux rabats qui se font de la même façon, c'est-à-dire soit avec vos aiguilles à tricoter directement, soit comme ce que je vous disais avec une aiguille à laine, vous pouvez passer de l'un à l'autre, la transition se voit pas. En fait, c'est... Vous voyez ? C'est assez discret, en fait. On n'est pas obligé de rabattre tout le temps pareil. Et là, ça me permet d'avoir la nuque qui tient bien, et d'avoir quand même de pouvoir passer ma tête, déjà de base, et d'avoir quand même le joli rond qui reste dégagé, et qui ne remonte pas. Voilà, c'est une vraie encolure ronde et c'est pas quelque chose qui vient taper sur ma gorge. Voilà. Donc c'est effectivement ce que j'ai fini par faire. Et c'est tout. C'est tout. Un modèle très très simple comme je vous le dis. Je suis très contente de la coupe. C'est exactement ce que je voulais. Il est près du corps sans être trop serré. J'aime bien le porter dedans du coup. Parce que vous savez mon problème avec les vêtements trop longs. Non pas qu'il soit trop long, il est plus court que ce que le patron demande, mais sur moi ça fait bizarre. Et voilà. Je l'ai tricoté dans le même type de fil que ce qui est préconisé par le patron. J'arrive pas à me rhabiller. Je l'ai tricoté donc dans le même fil que ce qui a été utilisé par la créatrice Atelier Emily, un mélange de 50% mérino et 50% tencel teint par des teinturiers espagnols El Robedal de la Santa qui font pas mal de mohair, qui ont leur propre chèvre et qui font aussi d'autres bases. Et donc là c'est leur coloris Bloody Wicked qui est un joli rose un peu violine, et le tencel qui brille aussi pas mal. Vous voyez, ça fait un une très très jolie définition. Ça a vraiment un rendu très très chouette. Le tencel c'est brillant mais c'est pas non plus tape à l'œil. C'est un très joli drapé. C'est voilà, et c'est juste un peu chaud pour moi quand il fait 40, n'est-ce pas? Voilà, on adore. Mais là ça va, je tiens. Ça va parce qu'il est 7h du matin. Et que j'ai le ventilo. Que j'espère que vous ne m'entendez pas. Parce que sinon ça fait 17 minutes que je parle pour rien. Et qu'il va falloir que je recommence. Mais voilà, donc chouette base à travailler. Je vous la recommande si vous voulez des choses de mi-saison. Parce que moi je porterais plutôt ça du coup au printemps, à l'automne. Ou s'il fait froid. S'il fait un peu plus frais, avec des gilets ou des choses comme ça. Des chemises ouvertes. Vous en moquez, hein. Vous en moquez de mon style. Mais voilà, je suis très 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 contente du résultat. Et je m'en referai peut-être d'autres à l'occasion. Vu que comme je vous le dis, c'est un peu... quand on cherche des débardeurs, j'ai vu pas mal de débardeurs, notamment avec des côtes qui sont très très jolies, mais qui ont très très peu de taille, et ça m'embête un peu de tricoter des patrons qui sont très très restreints comme ça, et donc on va pas casser quelque chose qui... Non, c'est pas ça l'expression. On va pas réparer quelque chose, je sais pas, vous avez compris ce que je veux dire. On va pas casser ce qui n'est pas cassé, réparer ce qui n'est pas cassé, je ne sais plus, j'ai perdu l'expression. Ah, c'est énervant. Ce que je veux dire, c'est que on va pas réparer quelque... Je vais pas y arriver. Ah, je suis un peu fatiguée. Je sais pas si ça se voit. Bref, je vais pas chercher plus loin alors que j'ai quelque chose qui marche. Donc je m'en referai peut-être dans d'autres coloris. Et notamment, je vous avais dit que je cherchais des coloris un peu plus saturés, un peu plus riches. Et je voulais vous remercier déjà de votre aide et vous faire un petit retour. Il y a... La Véfile a quelques coloris en Merino Tencel assez vitaminés. Yardma Simone vient juste de faire un réassort au moment où j'enregistre. Et je cherchais particulièrement du vert. Et Yardma Simone a un vert forêt qui est chouette, un vert un peu anglais, qui est très très joli.
elle a un bleu-violet qui me plaît beaucoup et que je vais peut-être craquer, sur lequel je vais peut-être craquer. Et également Madeleine et Philibert a sorti une base Merino Tencel et elle a un très très joli vert qui est pas tout à fait vert bouteille mais qui est très joli et bien franc, qui s'appelle Île d'Aran et qui est en précommande sur son site, et elle a d'autres coloris aussi plus péchus. Voilà, donc si vous aussi vous cherchiez des fils Merino Tencel avec des couleurs pas pastel, voilà quelques idées. Et j'ai trouvé un verre bouteille, mais pas Merino Tencel, que j'ai commandé et qui est la Sololino de Lana Grossa, qui est un mélange de lin. C'est bizarre. C'est que du lin, mais il y a un peu de viscose. J'ai pas trop compris l'appellation des fibres, mais j'ai vu d'autres gens le tricoter, notamment pour mon gilet Ninon. Et il me tentait bien et les coloris sont superbes. Voilà. Si vous cherchez des fils d'été, Lana Grossa on a beaucoup, notamment avec des panneaux de coloris assez sympas. Et c'est là que j'ai trouvé mon fameux verre bouteille qui fera une réapparition normalement l'été prochain. Voilà. Vous vous en souviendrez pas, donc ça sert à rien que je vous le dise maintenant, mais voilà. C'est l'épisode de blabla, hein. Ça part dans tous les sens. Le dernier projet que j'avais envie de vous montrer, c'est un nouvel en cours. C'est un nouvel en cours et on change, attention, complètement de saison, et attention, âme sensible, s'abstenir, c'est du mohair. Donc je vais faire comme je peux. D'autant plus que j'ai quelques mésaventures avec ce design, vous allez comprendre mon problème. Donc, c'est un projet pour cet automne. Ouh là là, ça va être compliqué, il y a des fils partout. Alors, c'est une grande étole texturée qui va se tricoter du coup avec un échantillon Sport DK et que moi je fais en tenant en double un fil fingering et un fil de dentelle mohair. Donc j'utilise la Knitting for Olive, la Merino qui est leur base Merino, qui est une fingering très fine, très douce, que j'aime beaucoup, qui rend bien en texture, en jacquard, en tout ce que vous voulez. Et leur mohair est soit dentelle, la Soft Silk Mohair. Et donc le coloris c'est claret, qui est plus foncé que ce que vous voyez. C'est vraiment un très joli bordeaux, je l'aime beaucoup. Enfin c'est bordeaux... Ouais, c'est marron, rouge, c'est pas pur bordeaux peut-être, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup, c'est plus foncé que ça. Et donc je voulais faire une grande étole, j'avais une idée d'une grande étole qui mélangerait un petit peu de semi-brioche et de la dentelle. Et je me suis lancée. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai commencé ici. Et donc, ce que j'appelle semi-brioche. Parce que j'ai pas de... Je ne sais pas comment ça s'appelle en vrai. C'est ceci. En fait, quand vous faites de la brioche, vous utilisez une maille brioche qui consiste à glisser la maille et à faire un jeté en même temps par-dessus. Et ensuite, on tricote cette maille. En fait, comme le ventilo souffle là, j'ai un tout petit cheveu qui est constamment balayé sur ma figure. Et ensuite, on tricote cette maille et son jeté ensemble. Ça revient au même que si vous tricotez la maille dessous et que vous laissez tomber la maille qui était sur l'aiguille. C'est le même principe. Et ça c'est une maille. Et ce qu'on appelle typiquement brioche, c'est quand on fait ça sous forme de côte des deux côtés, de façon réversible. Et en fait, on n'est pas obligé de faire ça. C'est-à-dire qu'on peut faire qu'une maille sur deux. Ce que j'ai fait ici, en fait, c'est comme des côtes, endroit envers, sauf qu'au lieu de faire une maille endroit normal, je fais une maille brioche. Et l'autre maille est juste une maille envers. Ça fait que c'est pas tout à fait réversible, vous voyez, sur l'envers ça fait ça. C'est plus plat.
de ce côté-ci, alors que la brioche complète réversible, c'est très très moelleux, ça fait vraiment plus épais. C'est pas épais gênant parce que c'est très très moelleux. Mais là, c'est plus plat sur l'envers et ça fait que c'est plus facile aussi. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir ce projet pour les gens qui ont peur de la brioche. Parce que du coup, vous n'avez très concrètement que la moitié du problème. C'est pas très compliqué la brioche, hein, mais je comprends que ça puisse faire peur parce que si vous faites de la brioche totale, donc sur tout le tricot, il faut alterner les deux côtés, ça fait beaucoup de fils. Si vous faites une erreur à faire retomber, en fait, comme vous avez ce jeté et la maille ensemble, eh bien si vous faites une erreur et que vous devez redescendre, vous pouvez vous emmêler un petit peu les pinceaux pour remonter dans le bon ordre, parce que vous avez partout sur tout le tissu 2 fils à chaque fois au lieu d'un. Voilà. Là, c'est moins problématique parce que vous avez vraiment une seule colonne de maille brioche et l'autre c'est juste une maille en vert normale. Et si vous faites une erreur, ça se voit plus facilement et c'est plus facile à défaire. Donc ça permet vraiment de s'initier à la brioche de manière un petit peu plus sereine parce que vous avez que la moitié du truc à gérer et à apprendre. Et après, une fois que vous l'avez fait une fois, vous comprenez bien comment le faire en double, disons. Et voilà, donc ça fait que sur les rangs endroits, on fait une maille en vert et la maille brioche avec son jeté. Et sur les rangs en vert, c'est juste des côtes 1-1, normal. Voilà. Et ce serait trop facile si c'était que ça. Donc j'ai fait des bordures en point mousse et j'ai fait un petit motif de vague avec des noppes, qui sera du coup la bordure de l'étole. Voilà. Et ensuite, pour, disons, le centre de l'étole, un petit peu de dentelle, qui est une variation de dentelle classique que j'ai un petit peu espacée et éclatée, qui est un motif très 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 simple, qui se fait sur 10 rangs, 12 mailles, dehors la guêpe. Vraiment, non, c'est pas négociable. Et que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup faire, heureusement, parce que j'ai dû le refaire 3 fois. Au début, j'avais fait presque tout ça. Et j'ai tout défait parce que je n'aimais pas ma transition. J'avais essayé de faire une sorte de transition avec la brioche, mais ça me plaisait pas trop. C'était assez brouillon. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais utiliser le fait que, avec la dentelle, ici vous avez un rang de mailles en vert qui fait des petites vaguelettes. Et je me suis dit que ça pourrait être chouette d'utiliser ça comme transition, tout simplement, en fait. Et j'ai juste fait 2 rangs de mailles en vert, et vous voyez, ça fait comme une petite guirlande qui ondule entre la semi-brioche et la dentelle. Donc ça, c'est la première fois que je l'ai refait. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, et alors là, je vérifie. Je vérifie si jamais ça se voit toujours. Ça va. J'ai eu un problème de couleur. Pas tout à fait de couleur. Puisque j'avais la laine en montage depuis très longtemps, depuis plus de 2 ans. Et sauf que j'avais pas assez de mohair. Et du coup, j'ai racheté du mohair pour compléter. Attendez. Voilà, il est là. J'ai racheté du mohair pour compléter. Sauf que, entre temps, Knitting for Olive a changé son mohair. Il me semble, sauf erreur de ma part, que maintenant le mohair et pas le mohair, mais le fil de dentelle est mohair. Et pur et totalement tiens, comment on dit en français? Cruelty free. L'Académie française. Un avion qui passe. Il n'y a que 2 avions par jour, hein, mais faut qu'il passe maintenant. Je sais pas ce que c'est. Oui, cruelty free. C'est-à-dire que la soie
Maintenant, dans la base de Knitting for Olive, la soie qui est utilisée pour être le cœur de ce fil soie et mohair, elle est récoltée une fois que les vers les papillons du coup, sont partis et non pas, et on ne prend pas les cocons pour les écraser avec les vers dedans. Voilà, donc c'est très chouette. Mais ça fait une différence. Et en fait, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, le problème c'est pas la couleur, parce que la couleur est quasiment parfaite. Le problème c'est que ça c'est l'ancien mohair, et vous voyez, on voit très très bien le fil de soie qui est très brillant à l'intérieur. Et alors que là c'est plus flou et c'est plus terne. Je sais pas si... Vous voyez là, on voit moins, c'est moins défini le fil de soie. Alors que là, ça se voit vraiment très bien et c'est très brillant. Et sauf que du coup, ça faisait une grosse démarcation terne au moment où j'essayais le nouveau mohair. Ce qui m'intéressait pas beaucoup. Du coup, eh bien, j'alterne maintenant le mohair. Je fais un rang avec le nouveau, enfin 2 rangs parce que c'est des allers-retours, je fais 2 rangs avec le nouveau mohair terne, ça fait péjoratif, hein, mais c'est juste en comparaison parce que si vous le regardez tout seul, il a aucun souci ce mohair, hein. Il est toujours très doux, il n'y a pas de souci. Mais ça se voyait, le contraste se voyait vraiment beaucoup. Donc je fais 2 rangs avec ce nouveau mohair et 4 rangs avec ce que j'ai qui est plus brillant, en espérant que ça me fasse tenir jusqu'à la fin de mon étole. Voilà, donc là ça va, on voit pas trop de... Mon changement il est là. Ici. Donc ça va. Voilà. Alors qu'avant ça faisait vraiment... On aurait dit en fait que c'était beaucoup plus clair à cause de cette notion de brillance. Vous voyez pourquoi c'est le podcast brillant. Mais voilà, du coup je suis un peu emmêlée parce que là j'ai le mohair que j'ai défait déjà attaché avec le fil de mérino et que je reprends, et mes 2 autres pelotes, donc c'est un peu le bazar. Mais ça va. Ne faites pas comme moi. Du coup, si vous avez du mohair de Knitting for Olive et que vous en avez pas assez pour votre projet et que vous en rachetez du neuf, pensez bien que c'est plus le même. Du coup. Mais comme je vous le dis, heureusement que la dentelle se tricote très très bien et qu'elle est très très chouette à tricoter, parce que du coup je rattrape mes bêtises assez rapidement. Et voilà, je sais pas exactement quelle longueur je vais faire, je pense que là je suis à peu près à la moitié. Oui, parce que là je prends en fait. Et voilà, et je vais continuer la dentelle et ensuite finir en refaisant la fin de l'étole comme ceci dans l'autre sens, tout simplement, pour avoir les 2 bouts en fait en semi-brioche et nope, et avoir le centre de l'étole en dentelle. Et voilà. Donc ça va, vous voyez il est assez large, hein. D'où le fait que j'ai besoin de beaucoup de fils et que j'ai dû en racheter. Mais j'avais vraiment envie d'une très très grande étole doudou pour l'automne. J'arrive pas à le montrer entièrement dans le cadre. Mais voilà, un petit peu. La couleur ressort très très mal. Là, sur ce que je vois sur le retour, mais au moins vous voyez bien le point. Donc moi je le tricote voilà en double comme ça, mais on pourra facilement la tricoter avec un fil simple en sport ou des cas. J'ai compilé pas mal d'idées de substitution que j'enverrai à mes testeurs quand je ferai l'appel au test. Et voilà, j'essaie de trouver des fils un petit peu comme ça, légers, aériens. Parce que en le faisant comme ça en double, ça revient un peu cher, hein. Je pense utiliser en tout 5 pelotes. 5 pelotes de chaque. Voilà. Et même si la gamme de Knitting for Olive est pas si chère que ça, hein, c'est plutôt moyen moins, disons. C'est le fait d'utiliser en double, ça fait toujours des projets un peu chers. En fait, ce sera une étole.
qui utilisera la même quantité de laine qu'un pull à peu près pour moi. Donc ce sera vraiment un petit projet précieux, un petit bijou. Mais je tiens à lister pas mal d'alternatives. Notamment, ça fait un moment que j'en ai pas parlé, mais si vous cherchez un fil dentelle dufteux comme ça, vous avez la Titi Calca de Holzgarn qui n'est pas du mohair, qui est d'alpaga, donc c'est aussi chouette si vous aimez pas le mohair. C'est un fil de dentelle en alpaga qui a ce côté, ce halo, qui est pas aussi poilu que du mohair, ce qui peut être pas mal parce que ça vous évite d'en avoir partout. Mais qui est très chouette, qui a ce halo, qui ajoute de la brillance et du drapé, et qui est moins cher du coup. Sur le site de Holzgarn, je crois que c'est 7$, mais c'est vendu en plus grosse pelote. Donc vous avez 400 mètres pour 7$. Alors que là, par exemple, la Soft Silk Mohair, elle est à... je change d'unité de monnaie parce qu'en fait, sur chacun des sites, c'est pas pareil. La Knitting for Olive, elle est à 9€, sauf erreur de ma part, en 25 grammes, donc 225 mètres. Voilà, donc vous avez la moitié. Mais voilà, c'est une idée, si vous cherchez un fil dentelle poilu comme ça, la Titi Calca de Holzgarn, je vous la recommande vraiment parce que du coup, vous avez 2 fois plus pour le même prix, donc c'est beaucoup plus raisonnable. Et je cherche également d'autres fils sport déca à tenir ensemble qui soient un petit peu aériens, dufteux comme ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Je regardais un petit peu tout ce qui était fil soufflé, type Drops Air, Langarns, Regina, ce genre de choses. J'ai peur que ceci soit un peu trop épais parce qu'il faut vraiment que ce soit plus sport. Je sais pas exactement quel échantillon j'ai là. Je sais pas exactement. Mais je tricote sur des aiguilles 3.75 et la Drops Air, par exemple, elle est un peu trop épaisse, je le sais. Et il faut vraiment pas que ce soit dense. Mais si vous connaissez des fils qui ont du drapé, qui sont un peu aériens, tout ça, qui soient plutôt sport ou déca fines, n'hésitez pas à me suggérer vos idées pour que je puisse avoir de bonnes suggestions à la sortie du patron. Ce modèle sortira... Je suis un peu paumée, hein. Ça, c'est l'épisode, je sais pas où je suis désolée. Je suis facilement perturbée aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui m'arrive. C'est un modèle qui devrait sortir en septembre. Je me suis un petit peu chargée cette fin de mois de juin. Donc j'espère pouvoir faire l'appel assez rapidement, mais dans tous les cas, le modèle sera pour fin septembre, pour un petit peu lancer l'automne. Je parle d'automne alors qu'on cuit, mais voilà. Ce sera un châle, une étole qui s'appellera Hornet. Voilà, parce que ça me fait rire. C'est un petit personnage de jeu vidéo. Hollow Knight, et d'ailleurs, Hornet est un personnage d'un jeu vidéo qui est censé avoir, ça fait des années que on attend une continuation, disons, de ce jeu vidéo avec ce personnage principal là, Hornet, qui est un espèce de... qui est une sorte de petite guêpe, du coup, qui a une jolie robe rouge, d'où pourquoi je l'appelle comme ça. J'avais prévu de l'appeler comme ça il y a longtemps, et récemment, ce fameux jeu vidéo avec Hornet a été annoncé, du coup c'est rigolo. Voilà, c'est l'alignement des planètes. Si vous connaissez le jeu Hollow Knight et que vous aussi vous attendiez désespérément le jeu avec le personnage d'Hornet, vous pouvez me remercier parce que c'est grâce à moi, clairement. Voilà. Mais c'est le projet pour cette étole et regardez-moi ce bazar, ça va être terrible. Voilà pour les projets que j'avais envie de vous montrer cette fois-ci. C'est tout pour cet épisode. Je suis désolée d'avoir été si chaotique. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis un petit peu dans la lune. Mais voilà, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle fin du mois de juin. J'espère que vous allez bien, que ça va, que vous cuisez à petit feu.
Je vous retrouverai début juillet pour un nouvel épisode. Et voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, peu importe quand vous regardez cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Salut!